Mes chers amis, j'ai voulu consacrer ma première conversation aujourd'hui à attirer votre attention sur une information que j'ai trouvée sur le web multipolaire, une information extrêmement intéressante pour l'Afrique des libertés, car elle nous dit comment la Russie pilote son économie en période de crise. C'est une information sur les décisions qui ont été prises par le Fonds national, le Fonds de richesse nationale de la Russie. Et voici comment le site Info Défense France rapporte cette information. La Russie va abandonner les euros du fonds de réserve. C'est la décision du ministère des Finances russe. La principale réserve nationale ne contiendra que de l'or, du yuan chinois et du rouble. La part de l'euro dans le fonds de richesse nationale de la Russie, FNR, sera ramenée à zéro en 2023. Moscou continuant à réduire son exposition aux monnaies de pays inamicaux, a révélé le vice-ministre des Finances Vladimir Kolychev. L'euro sera définitivement remis à zéro cette année, a déclaré Kolychev aux journalistes, alors qu'il répondait à une question sur ce qu'il adviendrait des euros restant sur les comptes du NWF, donc du Fonds de la richesse nationale de la Russie. Le fonctionnaire a également ajouté que le ministère mettrait progressivement la structure de la NWF en conformité avec les nouvelles normes, de telle sorte que seuls les roubles, les yuans chinois et l'or y resteraient. Le ministère a publié précédemment une nouvelle structure réglementaire pour les actifs de la NWF, du Fonds de richesse nationale de la Russie, qui exclut complètement la possibilité d'investir en dollars américains et établit des parts flexibles d'autres actifs. Selon les nouvelles dispositions, la part maximale du yuan et de l'or dans la NWF a été doublée, passant respectivement à 60% et 40%. Par ailleurs, les soldes en livres sterling et en yens japonais ont été réduits à zéro. Le NWF, qui accumule les revenus des exportations de pétrole, a été créé pour soutenir le système national de retraite et aider à couvrir les déficits budgétaires en cas de besoin. Les actifs du fonds s'élevaient à 155,3 milliards de dollars au 1er février 2023. Fin de citation de l'article qui m'a mis en chemin vers une réflexion concernant l'Afrique des libertés. Mes chers amis, commençons par nous poser la question suivante. Pourquoi la Russie décide-t-elle de se débarrasser des euros et des dollars et du yen japonais dans ses fonds de réserve financière, dans ses fonds de richesse? Pourquoi la Russie prend-elle cette décision? La raison en est toute simple. La Russie a été confrontée ces dernières années à des sanctions occidentales, donc européennes, américaines, par extension japonaise, puisque le Japon fait partie du domaine du bloc occidental américano-européen. La Russie a été exposée à des sanctions des pays du bloc occidental, parmi lesquelles des sanctions consistant à confisquer les avoirs de la Russie dans les banques occidentales. C'est-à-dire que l'argent possédé en dollars, l'argent possédé en euros par la Fédération de Russie dans les banques occidentales a été confisqué. C'est une manière polie pour dire qu'il a été volé. Face à cette situation, la Russie a donc compris qu'il était dangereux de continuer à constituer des économies dans une monnaie ou dans des monnaies détenues par ce qu'elle appelle des pays inamicaux. C'est-à-dire des pays qui peuvent à tout moment confisquer, arracher, pour tout dire, voler ses réserves financières. Voilà l'argument. Deuxièmement, puisque ces pays sanctionnent la Russie, c'est-à-dire refusent que la Russie fasse des affaires avec eux, il s'ensuit que posséder leur monnaie n'est plus intéressant du tout pour la Russie. Puisque si la Russie veut acheter auprès des États-Unis du matériel électronique, avec les dollars qu'elle possède et qu'elle les verse aux États-Unis pour avoir du matériel électronique, non seulement elle n'aura pas ce matériel électronique, mais même les dollars en question vont être confisqués. Donc la Russie a compris qu'il ne lui sert à rien d'avoir des dollars, puisqu'elle ne peut pas commercer avec le plus grand pays propriétaire de dollars. Il ne lui sert à rien d'avoir des euros, puisque quand elle a ses euros et qu'elle veut acheter, mettons, des produits pharmaceutiques, peut-être qu'elle veut acheter, je ne sais pas, des produits industriels, peut-être même qu'elle veut acheter des avions auprès de Airbus. Lorsque la Russie prend les euros qu'elle possède et qu'elle les envoie
à des banques européennes pour obtenir en retour des produits européens, non seulement on ne lui donne pas les produits, mais on confisque ces euros et on les garde, c'est-à-dire on les vole. Alors, pour ces raisons-là, la Russie a décidé de se débarrasser de toutes ses réserves en dollars et en euros. Alors, vous pouvez vous demander comment la Russie s'en débarrasse. Mais elle s'en débarrasse indirectement, puisqu'il y a des pays amis de la Russie qui continuent, eux, à accepter les dollars et les euros. Eh bien, la Russie achète des marchandises chez ces pays amis, comme la Chine, comme l'Inde, comme la Turquie, hein, tous les pays qui continuent à avoir des relations économiques sans sanction avec la Russie et qui acceptent donc tout naturellement le dollar et l'euro, la Russie est en train de se débarrasser de tous ces dollars et de tous ces euros vers ces pays-là, sachant que ces pays-là, quant à eux, peuvent encore échanger directement avec les États-Unis, échanger directement avec l'Europe et récupérer les richesses équivalentes aux dollars qu'ils possèdent. Est-ce que vous comprenez ce raisonnement? Est-ce que c'est clair pour vous? On ne doit pas posséder dans les caisses de sa banque centrale une monnaie qui appartient à un pays inamical. Parce que à partir du moment où ce pays est inamical, cette monnaie-là peut être complètement réduite à rien du tout, puisque ce pays peut refuser de vous donner les marchandises qui équivalent à la monnaie que vous possédez. Puisque mieux, si vous possédez de la monnaie d'un pays dans les livres de compte de ce pays, et notamment c'est ce que montrent maintenant les Européens, montrent maintenant les Américains, c'est ce que l'Occident a montré au monde, il n'y a aucune espèce de confiance. Quand on possède de l'argent dans les banques occidentales, cet argent à tout moment peut être confisqué et volé, au mépris du droit international bancaire. Je vous fais remarquer que ces derniers temps, on en est même arrivé à vouloir arracher l'argent de la Russie et le donner à l'Ukraine. Ce qui n'est pas prévu par le droit international. Parce que si parce que la Russie a envahi l'Ukraine, on a le droit de capturer les réserves financières de la Russie dans les banques occidentales, dans les banques américaines, etc., japonaises, prendre tout cet argent et le donner à l'Ukraine. Dites-moi, pour toutes les guerres que les Américains ont faites, toutes les invasions que les Américains ont faites, rien que ces 100 dernières années, combien d'argent on devrait arracher aux Américains pour donner aux pays qu'ils ont attaqués? Prenons les invasions américaines de l'Irak, l'invasion américaine du Vietnam, l'invasion américaine de la Serbie. Prenons la destruction de la Libye par l'OTAN, c'est-à-dire les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France. Si on applique le principe que dès qu'un pays en attaque un autre, dans le cas d'espèce, oui, en février 2022, c'est la Russie qui est entrée en Ukraine. Elle a envahi l'Ukraine militairement. OK. Si on pose le principe que dès lors qu'il y a un pays qui a envahi un autre militairement, on a le droit d'aller confisquer toutes les réserves financières du pays envahisseur dans les banques étrangères pour reverser au pays envahi. Si on applique ce principe rétrospectivement, est-ce que les États-Unis pourraient être capables de s'en sortir? Les États-Unis entreraient immédiatement en faillite. Si on applique ce principe à tous les pays négriers, à tous les pays colonialistes, comme la France, comme la Grande-Bretagne, comme le Portugal, comme l'Espagne, comme l'Italie, qui ont envahi les pays des autres ces 600 dernières années, si on décide de dire que parce qu'ils ont envahi tous les avoirs français, les avoirs britanniques, les avoirs italiens, les avoirs espagnols, les avoirs portugais, les avoirs américains, qui seraient placés dans des banques à l'étranger, doivent être pris et versés aux Africains qui ont été envahis par ces gens, versés aux Asiatiques qui ont été envahis par ces gens, versés aux Latino-Américains qui ont été envahis par ces gens. Vous imaginez? Donc la Russie, confrontée à ce deux poids, deux mesures, où quand c'est eux qui envahissent, il n'y a pas de sanctions. Mais lorsque ce sont les autres qui envahissent, il y a des sanctions. La Russie a décidé de couper la dépendance envers leur système monétaire. Globalement, c'est ce qu'on appelle la dédollarisation ou la déeuroisation. Et la Russie se dédollarise complètement. C'est-à-dire que si vous allez bientôt avec des dollars en Russie, on ne les prend pas. Si vous venez avec des dollars, eh bien, dans le marché russe, bientôt on vous dit non, on ne reconnaît pas cette monnaie, on ne veut pas voir ça ici. Bon, alors, maintenant, quelles sont les leçons que nous devons tirer, nous, Africains, devant cette dynamique d'autodéfense géopolitique, géostratégique, géoéconomique de la Russie? Qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend qu'en fait, on ne peut pas être indépendant tant qu'on aura dans nos banques centrales en Afrique la monnaie de pays coloniaux, de pays impérialistes, de pays qui ont considéré depuis 600 ans qu'ils ont le droit de piller l'Afrique. Ça, c'est la première leçon. On doit donc, par conséquent, se débarrasser du franc CFA. Ce n'est pas une monnaie africaine, vous le savez très bien. La banque centrale du franc CFA, c'est la Banque de France, à Chamalières. C'est là-bas qu'on fabrique ça. La Banque de France est basée à Paris. D'accord? Tant que les Africains auront des réserves financières en franc CFA, les Africains seront
à la merci des actes inamicaux de la puissance française. Vous avez vérifié cela. Les sanctions du 9 janvier 2022 contre le Mali, elles n'ont été possibles que parce que, à travers la BCAO et l'UEMOA, eh bien, la puissance française contrôle, bien sûr, le trésor du Mali. Si on a pu bloquer les fonds maliens, mais c'est parce que le Mali ne possède pas une unité monétaire personnelle. C'est parce que le Mali a ses réserves d'argent dans une monnaie d'un pays étranger, la France. Donc, la première leçon qu'il faut tirer de tout ceci, c'est qu'on ne peut pas être indépendant. On ne peut pas être souverain en continuant à garder eh bien, ses richesses dans une unité monétaire validée et détenue par un pays étranger. Ça, c'est un. Pour tous ceux qui se douteraient encore, la Russie nous le démontre. Deuxième élément important. Lorsqu'un pays est en lutte, lorsqu'un pays mène un combat d'émancipation, il ne doit considérer comme introductible dans ses réserves, dans sa richesse nationale, que les unités monétaires de pays amis. C'est ce que la Russie nous apprend. La Russie accepte le yuan. Bien sûr, elle a le rouble, sa propre monnaie. Le yuan, pourquoi la Russie accepte-t-elle le yuan? Mais parce que, quelle que soit la quantité de yuan que détiennent les Russes, ils savent qu'ils peuvent obtenir l'équivalent en richesse en commerçant avec la Chine. S'ils vont avec le yuan dans le marché chinois, eh bien, on va accepter ce yuan et on va leur donner les richesses qu'ils sollicitent en Chine en équivalence de ce yuan. La Russie sait aussi que plusieurs autres pays en relation commerciale avec la Chine acceptent le yuan. Donc le yuan permet à la Russie non seulement de s'approvisionner en Chine, mais le yuan permet à la Russie de s'approvisionner auprès de tous les partenaires de la Chine. Ce qui veut aussi dire que les soi-disant pays qui prétendent avoir sanctionné la Russie, bien, ils ne peuvent pas avoir sanctionné la Russie tant que la Russie possède du yuan. Puisqu'à travers le yuan, la Russie peut acheter des choses aux États-Unis. Puisqu'à travers le yuan, la Russie peut acheter des choses en Europe. En réalité, la détention du yuan permet aussi à la Russie de contourner les sanctions européennes, les sanctions occidentales et d'acheter ce qu'elle veut en Occident, sans risque de se faire voler, puisque le yuan est encore accepté. Mais il y a un troisième enseignement qui est important pour les Africains dans cette affaire. C'est le retour en force de la réserve or, de l'unité monétaire or. L'Afrique est le principal continent détenteur d'or de la planète Terre. Selon certaines analyses, certaines ressources, plus de 70% de l'or du monde est en Afrique. Or, désormais, la réserve en laquelle toutes les économies ont de nouveau confiance, c'est la réserve or. Toutes les banques centrales sont en train de se réorganiser autour de la réserve or. Avec le lingot d'or, on peut payer tout ce qu'on veut sur la Terre. Personne ne refuse l'or. Les Américains ne refusent pas l'or. Les Chinois ne refusent pas l'or. Les Européens ne refusent pas l'or. Les Russes ne refusent pas l'or. Personne sur la Terre ne refuse l'or. L'or redevient l'unité monétaire universelle. Or, l'Afrique a potentiellement la plus grande réserve d'or. Les pays africains peuvent donc passer à l'industrialisation de la production de l'or, comme l'a compris le Burkina Faso, comme l'a bien compris le Mali, comme le Ghana l'a compris, comme l'Afrique du Sud l'a compris, et comme beaucoup de pays africains l'ont compris. Il ne sert à rien, quand on possède de l'or, de chercher à payer en CFA. Mais que vaut un CFA? Un CFA ne vaut rien du tout. Le CFA vaut ce que vous croyez qu'il vaut. On vous fait croire que quand on vous donne 1000 francs CFA, un billet de 1000 francs CFA, vous devez donner, mettons, l'équivalent d'1 ou de 2 litres de carburant. Ça, on vous l'a fait croire. Mais il n'y a aucune espèce de preuve que quelqu'un s'asseye à Paris, fabrique un billet de 1000 francs CFA et que vous lui donniez 1 ou 2 litres du carburant de votre pays. Quelle est l'équivalence entre ce billet et ce carburant? C'est une équivalence qui, en fait, est issue de la confiance que vous faites à l'institution qui a émis le billet de banque. Mais comment peut-on faire confiance à une institution coloniale, néocoloniale, qui s'assoit dans sa capitale, à Paris, fabrique un morceau de papier qu'on appelle le franc CFA et vous demande de donner vos richesses en échange? C'est-à-dire faire de la création de richesses sur le dos des Africains. Comment peut-on croire en cela? Alors qu'on possède l'or, l'Afrique centrale possède l'or, l'Afrique du Sud possède l'or, l'Afrique de l'Ouest possède l'or, l'Afrique de l'Est possède l'or. Il n'y a d'ailleurs que les pays d'Afrique du Nord qui n'ont pas été gâtés par la nature en réserve d'or. Donc, la leçon qu'on doit tirer de ce qui se passe entre la Russie et l'Occident, c'est que nous, Africains, nous sommes assis sur une immense mine d'or. C'est-à-dire que nous sommes assis sur l'unité monétaire la plus sûre. Il faut donc considérer comme
une priorité pour toute l'Afrique des libertés, l'industrialisation de la fabrique de l'or et le renforcement des réserves monétaires or de chaque pays africain. Comme le Mali, le Burkina et la Guinée l'ont compris, en mettant en commun, par exemple, leurs réserves d'or, ils vont se doter d'une capacité monétaire énorme. Et ils vont pouvoir commercer sans passer par la Banque de France, sans passer par l'UEMOA, sans passer par la moribonde de CEDEAO. Ils peuvent commercer directement avec la Chine, directement avec l'Inde, directement avec le Brésil, directement avec les États-Unis, directement avec la Russie, en payant en lingots d'or. En payant en lingots d'or. Enfin, il y a quand même une quatrième leçon qu'on peut tirer. Puisque l'Afrique a les réserves stratégiques les plus importantes, il n'est pas difficile pour les Africains, d'abord par sous-région, de créer une monnaie régionale africaine et par la suite de créer une monnaie continentale en coordonnant les systèmes sous-régionaux. Prenons le système ouest-africain. Mais le Mali, le Burkina et la Guinée ne devraient pas perdre leur temps à attendre que la CEDEAO ou l'Union africaine se réforme. Ils doivent continuer le travail vers la fédération et élaborer une unité monétaire ouest-africaine. Le fameux ECO qu'Alassane Ouattara et ses maîtres français ont détruit avec Nana Akufo-Addo, avec la lâcheté des Nigériens. Ce ECO-là, en fait, le projet de cet ECO-là, la nouvelle fédération ouest-africaine doit reprendre ce projet. Le véritable ECO. Mais le véritable ECO, il suffit que le Mali, la Guinée, le Burkina, le garantissent sur leurs réserves d'or. Créer une réserve d'or commune, c'est-à-dire une banque centrale commune, et émettre à partir de là des titres financiers de cette réserve d'or, c'est ce qu'on appelle la monnaie papier ou la monnaie métallique. Et à partir de là, puisque désormais il y aura une équivalence entre la quantité de monnaie que vous avez en main et la quantité d'or qu'il y a en réserve à la banque centrale, l'indépendance monétaire peut être réalisée en moins de 6 mois. L'indépendance monétaire de ces 3 pays déjà ouest-africains peut être réalisée en moins de 6 mois. Bon, la Guinée a déjà sa propre monnaie, donc elle a déjà une certaine expérience dans la production de la monnaie papier. L'industrie guinéenne de la monnaie papier peut servir de base pour la création de la version papier de la monnaie des 3 États. Mais ce sur quoi j'insiste ici, c'est que ces 3 pays-là sont des pays miniers exceptionnels. Le Burkina, le Mali et la Guinée ont des réserves d'or exceptionnelles. Non pas seulement des réserves d'or déjà qui s'accumulent dans leurs fonds, dans leurs fonds de richesse nationale stratégique, mais des réserves d'or potentielles. S'il y a un investissement dans la transformation industrielle de l'or, il leur sera aisé de financer leurs projets communs sur cette monnaie. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas continuer à payer et à conserver de l'argent en CFA. La 5e leçon qu'on peut tirer, c'est que toute l'Afrique des libertés, tous les pays africains qui veulent aller vers la vraie autonomie doivent rapidement aller effectivement vers la création de ces unités monétaires régionales et continentales souchées sur les réserves d'or. L'Afrique centrale, dans le cadre de la future OPAC, Organisation des peuples d'Afrique centrale, tout comme l'Afrique de l'Ouest, dans le cadre de la future OPAO, Organisation OPOA, les organisations des peuples ouest-africains, doivent considérer comme une urgence de créer un marché financier et sur la base de la mise en commun de réserves d'or. D'ailleurs, tous les pays ne sont pas obligés de mettre sur cette réserve d'or tout l'or qu'ils possèdent. Un fonds de richesse nationale de chaque pays peut être constitué, mais il faut créer un fonds commun. C'est-à-dire qu'il faut prendre une partie des réserves d'or nationales, les affecter au fonctionnement de la monnaie régionale. Et ce fonctionnement de la monnaie régionale va permettre le financement des projets communs. Au lieu d'aller chercher de l'argent à la Banque mondiale et éternellement endettante, les fameux crédits revolvers, au lieu d'aller chercher de l'argent au Fonds monétaire international, il faut que nos dirigeants arrêtent de prendre l'argent de la Banque mondiale et du FMI. Au lieu d'aller chercher de l'argent dans les clubs de Paris, les clubs de Londres, etc., il faut créer en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, autour d'une réserve d'or stratégique commune, il faut créer rapidement des monnaies régionales. Sur la base de ces monnaies régionales, monnaie d'Afrique centrale, monnaie régionale d'Afrique de l'Ouest, souchée sur les réserves d'or, on va se préparer à créer un fonds continental commun, unissant les régions ouest, région centre, et plus tard, la région d'Afrique australe, qui est également fortement intégrée, autour de l'Afrique du Sud, du Zimbabwe, etc. On va pouvoir, à un moment donné, fusionner
eh bien, les grandes monnaies régionales en une grande monnaie continentale sur la base d'un fonds commun or. Et ce fonds commun or ne sera que la réalisation de ce que Kadhafi voulait et ce pourquoi il a été tué, à savoir une réserve qu'il appelait le dinar or africain, qui aurait permis à toute l'Afrique d'être capable de se financer et de financer eh bien, ses relations économiques avec le reste du monde. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin en lisant simplement les décisions de la Banque centrale russe, en lisant les décisions du ministère russe des Finances. L'Africain, qui a un minimum de raison critique, voit ce qu'il faut faire pour l'Afrique. Or, qu'est-ce que nos dirigeants persistent à vouloir faire? Beaucoup de nos dirigeants, même ceux qui sont de bonne volonté, persistent à croire qu'ils peuvent trouver des solutions intermédiaires dans la dépendance au CFA. Persistent à croire qu'ils peuvent trouver des solutions intermédiaires dans la dépendance à l'euro, dans la dépendance au dollar. Les réserves financières nationales de l'Afrique, et notamment de l'Afrique d'expression française, sont encore remplies de cette pourriture qu'on appelle le CFA. Une monnaie voleuse, une monnaie de prédation, sont encore remplies d'euros et sont encore remplies de dollars. Et je tiens à vous faire remarquer que tous les grands dictateurs africains qui ont volé de l'argent public et qui l'ont gardé dans les paradis fiscaux, tout comme dans des comptes bancaires en Occident, aujourd'hui, on sait très bien que cet argent, en fait, il a été volé par les institutions occidentales en question. J'espère que vous savez que l'argent de Mobutu ne rentrera plus jamais en Afrique. Sa famille n'en récupérera même pas un dixième. J'espère que vous savez que l'argent d'Abacha ne rentrera plus jamais en Afrique. Sa famille n'en récupérera même pas un dixième. J'espère que vous savez que, eh bien, les principaux dictateurs africains qui sont là actuellement au pouvoir et qui ont entassé de l'argent en Suisse, entassé de l'argent dans les Bahamas, les paradis fiscaux, ils sont là, vous les voyez comme ça, ils ont été dépossédés. Ils ne peuvent pas dire ça à haute voix. Parce que si les Sassou, les Biya, les Eyadema parlent de tout l'argent qu'on leur a arraché, les Africains vont dire donc vous avez volé tout ça. Actuellement, il y a un phénomène que j'observe à travers toute l'Afrique, c'est le phénomène du dictateur muet. Le dictateur muet de douleur. Vous avez écouté lors de son dernier passage aux États-Unis le discours de Paul Biya, un discours très surprenant, dans lequel il se plaint du fait que, en fait, le financement du FMI et de la Banque mondiale n'a eu pour but que de maintenir l'Afrique dans la fragilité. Ce sont des financements à des taux prohibitifs qui ne s'accompagnent même pas de versement de cash en dollars aux pays africains et qui sont en fait des dettes sur les matières premières africaines. Toute cette amertume exprimée par le vieux dictateur camerounais ne cachait rien d'autre que sa colère rentrée par rapport à son propre problème. Tout l'argent qu'il a accumulé en Allemagne, qu'il a accumulé en Suisse, qu'il a accumulé à Monaco, qu'il a accumulé dans les paradis fiscaux, ils sont en train d'arracher ça. Ils sont en train d'arracher ça. Donc, Biya, à 90 ans, se rend compte au soir de sa vie qu'en fait, il ne possède réellement que ce qu'il possède au Cameroun et dans son village, en Vomeka. La seule chose que les Africains possèdent dans ce monde, c'est ce qu'ils ont créé en Afrique. Ce qu'ils ont construit en Afrique, c'est ce qui leur appartient. Je vous le dis. Regardez la tête des dictateurs quand ils regardent l'Europe. Regardez le non-dit du comportement de Sassou Nguesso, du comportement d'Obiangema. Regardez comment les Eyadema fils se comportent, Yassimbe, comment ils se comportent maintenant avec les Occidentaux. Vous allez voir qu'il y a une fronde, il y a une colère rentrée des dictateurs. Si vous interrogez les dictateurs, ils ne vous disent pas clairement. Bon, des gens comme Ouattara, ils sont moins tristes parce que Ouattara n'est pas africain. D'accord? C'est un esclave occidental, d'accord? Il n'a jamais eu l'ambition, en fait, de rendre l'Afrique heureuse et de vivre heureux en Afrique. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il n'a pas pu construire, il n'a même pas eu l'intention de construire le début d'un hôpital qui puisse le soigner en Côte d'Ivoire. Parce que Alassane Ouattara, lui, sa vie, c'est à Mougins, sa vie, c'est à l'avenue Victor Hugo avec sa femme, et c'est un valet de la France-Afrique. Donc, tout l'argent qu'il a volé, qu'il a gardé ici, il se dit globalement que mais c'est l'argent de l'Occident qui est en Occident et lui-même étant un valet de l'Occident, ce n'est pas un problème. Les autres dictateurs ont un problème. C'est que beaucoup de ces dictateurs se sont quand même enracinés en Afrique. Ils ambitionnent d'avoir une fin de vie heureuse en Afrique. Ils ambitionnent de créer des dynasties africaines, des dynasties qui les honorent. Or, en fait, le problème, c'est que l'argent qu'ils ont amassé dans les comptes bancaires en Suisse, dans les comptes bancaires en Europe, dans les paradis fiscaux, ça a été arraché. L'argent des Nyassimbe, là, ça a été arraché. L'argent de Sassou, arraché. L'argent des Obiangema de Guinée équatoriale, arraché. L'argent des Bongo, arraché. Je vous informe, hein. Je suis en train de vous dire la vérité. Ce qui est arrivé à la Russie, là,
C'est arrivé aux Africains, aux dictateurs africains, avant la Russie. Avant même qu'on se mette à arracher l'argent des Russes, nous-mêmes seulement qui sommes opposants à la France-Afrique, on fermait déjà nos comptes bancaires ici en France. Ce qui est en train d'arriver à la Russie, là, mais c'est arrivé aux dictateurs africains, aux opposants africains. Si un opposant africain n'est pas un opposant pro-France-Afrique, on lui applique ce que vous voyez qu'on applique maintenant aux Russes. On fait tout pour l'appauvrir. On ferme la majorité de ses comptes, on le surveille, on le traque. On veut qu'il soit pauvre. Pourquoi? Parce que bon, tu possèdes donc de l'argent dans leur banque, tu possèdes de l'argent dans leur unité monétaire, ils se réservent le droit de te piller à tout moment. Au mépris de leur propre droit international, ils se sont comportés avec l'argent des Africains, littéralement comme ils se sont comportés avec le butin de guerre pendant la traite négrière, pendant les pénétrations coloniales et pendant leur razzia néocoloniale et impérialiste. Ils ont arraché l'argent de Mobutu, c'est-à-dire l'argent du Congo, l'argent du Zaïre, volé par Mobutu. Les descendants de Mobutu ne peuvent même pas se mettre comme ça devant une caméra pour dire combien d'argent leur papa avait volé et amassé. Parce que s'ils disent ça, ils risquent d'être maudits jusqu'à la 60e génération par tous les Congolais. Ils ont volé, arraché l'argent que les Biens ont volé au Cameroun. Ça a été arraché. Actuellement, ça a été arraché. Et les Biens ne peuvent pas crier. S'ils crient fort, on va leur dire, mais comment ça se fait que vous ayez pris autant de milliers de milliards de CFA dans le trésor de votre pays? C'est irrationnel, votre manière de voler. Ils ont arraché l'argent des Bongos. Les Bongos ont crié un peu. Même Bongo père, quand il était là, il cuinait de temps en temps. Je ne peux pas accepter ça. Ce n'est pas possible. Mais non, je vais parler avec Jacques. Je sais pas, ce n'est pas normal qu'on se permette de bloquer mes comptes à Paris après les services que j'ai rendus à la France. Moi, Bongo, j'ai financé le développement de la classe politique française. Et c'est moi qu'on se permet d'arracher mon immeuble à Paris. Mais c'est de l'ingratitude. Non, je ne peux pas. Ce n'est pas possible. C'est comme ça que le vieux Bongo, il cuidait. Parce qu'on lui arrachait, de son vivant, on arrachait déjà ses biens. Maintenant, ils ont presque tout arraché. Écoutez bien le vieux Obiang et son successeur putatif désigné, Théodorino. Comment ils se plaignent? Ils se plaignent parce qu'ils ne peuvent même pas dire aux Équato-Guinéens combien d'argent on leur a arraché. Voilà pourquoi les dictateurs, là, les dictateurs africains, etc., maintenant, sont en train de garder leur argent en Asie. Hein. Désormais, la nouvelle réserve étrangère d'argent, c'est le yuan. C'est le yuan, hein? Ils sont en train de garder leur argent là-bas. Ils sont maintenant, si vous observez très bien, tout le monde, c'est la direction Asie. Oui. Parce que si tu gardes ça en euros et en dollars, ils arrachent. Ils arrachent. Tout le monde est dans la dédollarisation. Ceux même qui ont des dollars sont en train d'acheter des yuan. Ils sont en train d'acheter des roubles pour sécuriser leur argent. Parce qu'ils se disent que si leur argent est saisi en dollars, à Bana Peu. Vous comprenez? Voilà des voleurs volés et qui souffrent silencieusement, les dictateurs africains. Tous ceux qui ont pillé l'argent public africain et qui l'ont entassé dans les banques occidentales ont été pillés. Et ils ont crié dans le noir, mais à basse voix. On dit, mais tu cries pourquoi? Tu cries pourquoi? Il dit non, c'est une douleur passagère. Ce qui me rappelle une histoire qu'on m'a souvent racontée, celle d'un groupe de voleurs qui était allé dévaliser une bijouterie. Ils étaient 3. Ils avaient pratiqué un trou dans la bijouterie par lequel ils devaient chacun envoyer la main pour se servir en bijoux dans le coffre-fort du bijoutier. Sauf que le bijoutier avait vu l'affaire se mettre en place et avait aiguisé une machette mais tranchante, un vrai sabre, un takuba. Le bijoutier les attendait par dedans. Ils sont venus dans la nuit se servir. Le bijoutier n'a pas bouché le trou, il a même entassé les bijoux pour qu'ils aient vraiment envie de se servir. Le premier voleur envoie la main. Le bijoutier tranche violemment la main. La main reste dans le coffre-fort. Mais comme il faisait noir, les 2 voleurs qui étaient derrière n'ont pas vu. Donc celui qui se fait trancher la main dit en serrant les dents. Ses camarades voleurs lui disent, mais c'est comment, tu as pris? Il dit oui, non, j'ai beaucoup pris même. Aïe, non, c'est grave. C'est rempli ici. Vas-y, prends aussi. Le second envoie la main. Le bijoutier qui était, il abat son takuba. Boah!
Il coupe la main. Le second crie, yeah! Ouais, c'est vraiment beaucoup. J'ai pris aussi. J'ai vraiment beaucoup pris. Le troisième envoie la main. Le bijoutier sabre dedans avec son épée. Le troisième, lui, pousse un cri de rage. Waouh, on m'a tué, on m'a... Et les autres, à ce moment-là, lui montrent leurs mains coupées en disant, comme ça, au moins, on est quitte. Chacun a eu la même chose que les autres. Cette anecdote me rappelle beaucoup les dictateurs africains. Mobutu était là-bas, on l'a coupé. Wow, Mobutu n'a pas parlé. Il n'a même pas appelé les autres dictateurs pour dire, les gars, ne déposez plus votre argent ici. On m'a tout pris. Sani Abacha est allé, bah, il n'a même pas parlé. On a arraché ça avant qu'il meure. Comment il s'appelle? Bongo est allé, bah, il n'a même pas appelé les autres pour dire, attention les gars, c'est chaud. Obiang est parti, bah, ils ont coupé. Il n'a même pas appelé les autres pour dire que, non, allez-y, allez déposer. Biya est parti, bah, ils ont coupé. Hissène Habré est parti, bah, ils ont arraché. Voilà l'histoire des dictateurs africains, des voleurs muets qui souffrent en silence, qui ne peuvent dire à personne. Il ne leur reste plus que de chanter cette chanson traditionnelle qu'on dit dans mon village quand tu es calé avec une nouvelle et que tu ne trouves personne à qui la dire. Mentir nangwina mama oh, mentir nangwino. Mentir nangwina mama oh, mentir nangwino. Le Bassa dit par là, me voici bloqué avec une nouvelle. Je n'ai trouvé personne à qui donner la nouvelle. Voilà la situation du dictateur africain. Il est calé avec une nouvelle en main. J'ai volé l'argent de mon pays. Je suis allé le planquer dans un autre pays et on m'a volé cet argent. À qui le dire? Si je dis à ceux qui ont volé l'argent que j'ai volé, ils vont me dire, tais-toi, voleur. Tu oses te plaindre? Quand on vole ce que tu as volé, ferme ta gueule. Mais si je m'en vais dire au peuple de mon pays, on m'a volé l'argent que j'avais gardé, eh bien, on m'a arraché l'argent que j'avais gardé en Suisse. Le peuple de mon pays va dire, ah bon? Donc tu as volé cet argent ici? Je ne peux pas parler à ceux qui ont volé mon argent et je ne peux pas parler à ceux à qui j'ai volé de l'argent. Je suis calé. Un voleur muet qui souffre en silence. Voilà le dictateur africain. Vous voyez, des méchants, mais des méchants bêtes. Des méchants, mais des méchants idiots. Ils nous font perdre de l'argent et ils ont perdu de l'argent. Maintenant, ils se rendent bien compte que finalement, tout ce qu'ils ont, c'est ce qu'ils ont fait de bien pour eux-mêmes et pour le pays, au pays. Ils viennent de comprendre ça. Hein. Pour certains, à 90 ans, l'avenir de l'Afrique passe par la création d'un véritable marché financier africain. C'est à 90 ans que Biya sort ça de sa bouche. Après 40 ans de pouvoir, il n'a pas été capable de créer un véritable marché financier en Afrique centrale. Au Cameroun même, il n'a pas créé. Mais c'est quand on lui arrache l'argent qu'il a volé qu'il se rend compte que c'était mieux d'investir et de développer essentiellement l'Afrique. Vous l'avez vu? Vous avez vu comment ces doyens-là sont indignes? On dit en Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Ce n'est pas vrai de tous les vieillards. Hein. Il y a des vieillards qui ont tellement été fous tout au long de leur vie que quand ils meurent, eh bien, ce n'est pas une bibliothèque qui brûle. C'est une idiotie qui s'en va. C'est une crapule qui s'en va. Et on n'a pas à s'incliner devant les crapules. Il peut y avoir des sages de 10 ans, comme il peut y avoir effectivement des fous, des imbéciles de 70 ans ou même de 90. La notion de vieillard dans la philosophie africaine ne renvoie pas nécessairement à l'âge chronologique. Elle renvoie à l'âge spirituel, à l'âge moral. Si tu es moralement mûr, spirituellement mûr, intellectuellement outillé, tu peux être vieillard à 10 ans. Au sens de la métaphysique africaine. C'est une erreur de penser que le respect est dû à quelqu'un uniquement parce qu'il est vieux. Non. La vieillesse dont il est question dans la sagesse africaine, c'est la hauteur morale, la hauteur spirituelle, l'expérience, la maturité, la sagesse. C'est cela qui fait le vieux. Donc on peut être sage à 10 ans, alors qu'à 70 ans, on peut être un imbécile. Nous avons des dictateurs qui se sont comportés à tous les âges comme des imbéciles. Et un brin de sagesse leur vient quand ils se rendent compte qu'ils ont pillé leur peuple en vain. Et que comme le dit, eh bien, Eboalotti, là où ils s'en vont, ils n'emportent rien. Je recommence. Ils ont un brin de sagesse qui s'éveille quand ils se rendent compte qu'ils ont pillé, brutalisé, violenté leur peuple en vain. Et que là où ils s'en vont, dans la tombe, ils n'emportent rien. Une troisième fois, et ils se rendent bien compte, seulement, par un petit brin de sagesse, quand ils sont proches de la tombe, qu'ils ont pillé, brutalisé leur peuple en vain, et que là où ils s'en vont, ils n'emportent rien. Nu, tu es venu en ce monde, eh bien, nu, tu en repartiras. Tu es venu vivant, tu partiras pourrissant. Qu'as-tu donc fait de ton passage sur cette terre des hommes si tu n'as pas aidé à la réalisation d'un monde plus juste, d'un monde plus heureux,
d'un monde meilleur pour tes enfants, tes petits-enfants, les générations futures, que celui dont tu as hérité des mains de tes parents. Tu as été là pourquoi? On m'apprenait autrefois à l'école primaire, celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutile. Qu'est-ce que ça veut dire? La vie a un sens quand on l'a consacrée à rendre possible une vie meilleure pour ceux qui vivront autour de nous et après nous. Voilà. Voilà ce qui donne du sens à la vie d'un être humain. On peut dire de cet être, il était humain, au sens où il améliorait le sort de l'homme. Il rendait possible une meilleure vie autour de lui, une meilleure vie après lui. On dit ça, c'était un homme. Mais ce que nous avons à la tête de nos États ne sont pas des hommes, ce sont des gnomes. G-N-O-M-E-S. C'est-à-dire des individus spirituellement et moralement rabougris. Des gens qui souffrent de nanisme spirituel. Je ne parle pas de nanisme physique. Le nanisme spirituel, c'est-à-dire des gens sous-développés par-dedans, qui pensent que c'est en volant l'argent public, en confisquant les milliards qui appartiennent aux peuples africains, qu'ils réalisent leur vie. À la fin de leur vie, comme Mobutu, ils pèsent 36 kilos dans leur cercueil, et leurs 36 000 milliards, etc., qu'ils ont volés ne leur servent à rien. Oui, ils ont volé l'argent d'Houphouët-Boigny. Sérieusement, bien volé son argent. Tous les dictateurs africains qui ont planqué des milliards, eh bien, en Occident, se sont fait voler. Ce qui arrive aux Russes, les Africains ont subi ça avant. Les Africains ont toujours servi de punching ball, de laboratoire d'expérience de la méchanceté occidentale. Le génocide des Juifs, là, ça a été testé sur les Africains avant. Le père de celui qui allait être le président de l'Institut d'hygiène raciale de Berlin et qui allait organiser l'extermination des Juifs, il avait opéré en Afrique et il avait testé les méthodes d'extermination sur le peuple namibien. Il avait déjà exterminé de 1 à 2 millions de Namibiens en utilisant les techniques des camps de concentration qu'on devait voir à l'œuvre en pleine Europe, eh bien, dans les années 40. Tout a été testé sur les Africains. Avant que cela ne se retourne par un boomerang cosmique sur ceux qui l'ont fait. Ce qu'ils ont fait contre les Occidentaux, ils l'ont d'abord fait contre les peuples africains, contre les peuples, eh bien, américains, contre les peuples asiatiques. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Ils ont tué à l'arme chimique au Vietnam. Ils ont tué en utilisant toutes les techniques de mort, avant que ces techniques de mort n'inspirent leur propre guerre entre eux. Et les Africains, les dirigeants africains, qui ont pourtant accès à la connaissance de l'histoire. Beaucoup de ces dirigeants n'ont pas été capables de se projeter dans la grande histoire et de servir utilement, eh bien, l'avenir des Africains. Voilà ce qu'il y a de triste en ce monde, mais voilà également pourquoi nous devons tirer toutes les leçons de tout ceci. Et c'est ce que je voulais montrer. L'Afrique doit tirer toutes les conséquences des décisions stratégiques et pédagogiques. Les décisions stratégiques et pédagogiques que la Fédération de Russie est en train de prendre pour résister aux sanctions occidentales doivent être une école pour la nouvelle élite politique africaine. En résumé, il faut se recentrer sur l'or et sur la monnaie nationale africaine. Il faut essentiellement avoir dans nos réserves financières stratégiques en Afrique les monnaies de pays qui sont amicaux envers les Africains, c'est-à-dire des pays qui ne sont pas des pays négriers, des pays colonialistes et des pays impérialistes envers les Africains. Dès lors que vous avez affaire à un pays qui n'a pas renoncé à son racisme négrier, à son colonialisme, à son impérialisme, il ne faut pas avoir de réserves monétaires dans sa monnaie. Car vous savez très bien qu'à tout moment, il va faire ce qu'il a toujours fait, vous voler. Voilà la leçon qui nous vient de Moscou. On apprend également que celui qui possède des réserves d'or est parfaitement capable maintenant de faire des affaires où que ce soit sur la Terre. La Terre tout entière réaccepte de nouveau l'or. L'or redevient la valeur sûre du commerce international. Et nous, Africaines, nous sommes issus du continent le plus riche en or. Si ce n'est en or réellement déjà transformé et mis en lingots, en or potentiellement transformable et mettable en lingots. Nous avons la plus grande réserve d'or de la planète. Nous sommes les humains les plus riches. Écrivez ça. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est sécuriser cette richesse africaine. Nous devons nous battre pour que les pillards ne soient plus capables de nous piller. Les grandes alliances stratégiques qui se passent à travers l'Afrique n'ont de signification que pour sécuriser la richesse de l'Afrique, pour que l'Afrique gère sa richesse. Une Afrique qui gère sa richesse devient le plus grand continent en niveau de vie de la planète.
Ce que Kadhafi a testé pour la population libyenne, on peut tout à fait le réaliser sur tout le continent africain. Africaines, Africains, n'ayons pas peur d'être libres. N'ayons pas peur d'être riches. De notre travail, de notre mérite et de la bénédiction de nos ancêtres et du Tout-Puissant. N'ayons pas peur ni honte de cela. Ayons peur d'être injustes. Ayons peur d'être lâches. Ayons peur d'être des ignorants. Ayons peur d'être en deçà des attentes de nos peuples en souffrance. De cela, il faut avoir peur. Ayons peur d'être des idiots, des moutons de panurge, des bénis oui-oui. Accomplissons-nous. Prenons crânement les opportunités d'action qui sont ouvertes sous nos yeux.